Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Juste un petit mot avant de lancer l'épisode. J'ai une petite voix toute calme et je vous partage un peu des réflexions et tout ce qui se passe dans ma tête. Je voulais juste vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien, le moral est excellent. Ma petite voix toute calme, c'est parce que tout le monde dormait dans l'appart quand j'ai enregistré et c'est pas hyper bien insonorisé. Enfin, j'avais peur un peu de réveiller tout le monde. Et puis surtout, ce que je vous partage dans cet épisode, c'est plein de questions que je me pose. Je vous parle de frustration, de contradictions à gérer, mais ne vous inquiétez quand même pas. Je pense que beaucoup de voyageurs passent par ces réflexions et en fait, tout va bien quand même, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, notre morale est tout beau fixe. Allez, je vous souhaite une belle écoute. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je prépare cette deuxième capsule voyage. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc c'est la deuxième depuis que nous sommes partis. Ça fait à peu près 50 jours qu'on est sur les routes d'Asie. On est entré au Laos il y a une petite semaine maintenant. Il fait toujours aussi chaud. Je vous avoue que je commence personnellement à avoir besoin de fraîcheur. Ça fait à peu près de 50 jours qu'on vit à plus de 30 degrés, 35 degrés. Ressenti bien plus, honnêtement. La nuit, la température ne baisse pas. Ça fait 50 jours de canicule, quoi. C'est long. C'est long. Moi, j'ai chaud. Et j'avoue, je me demande comment font les gens pour supporter ça toute la vie, quoi. Comment est-ce qu'ils supportent des manches longues, des pantalons? Comment est-ce qu'ils peuvent travailler dans ces conditions? Et bien sûr, en intérieur, il y a la clim, quasiment tout le temps. Mais dès qu'on sort, on se prend une bouffée de chaleur, c'est vraiment impressionnant. Je pense que nos organismes aussi commencent à un tout petit peu fatiguer. En Thaïlande, il y a quoi? Il y a une semaine, allez, presque deux maintenant, j'ai des touristes quand même, qui m'ont un peu mis KO et je pense vraiment que la chaleur y est pour quelque chose. Euh, c'est fatigant pour les corps aussi, quoi, d'être tout le temps à des si hautes températures. Mais bref, à part ça, tout va bien. J'aime globalement là, le moral des troupes depuis 3-4 semaines est plutôt très bon. Une bonne ambiance au sein de la famille. Adrien qui avait du mal à supporter le huis clos familial dès les premières semaines va beaucoup mieux. Et finalement, il semblerait qu'on ne soit pas si horrible que ça comme famille, même si, j'avoue, c'est marrant. Les parents sont arrivés hier me rejoindre pour visiter le Laos et ma mère lui a demandé comment ça va avec papa et maman. Et la petite moue, qui pas sauté de joie. Bon, en fait, c'est un équilibre assez fragile tout le temps. Donc, je pense que lui, l'escalade à la Lumpur lui a vraiment fait beaucoup de bien de trouver une grande ville. Et en plus, il adore ça. Il est fan des hauts buildings, des grandes villes, tous les bâtiments qui ont une architecture un peu exceptionnelle, avec les grands centres commerciaux, les aéroports. Il adore. Donc, à Kuala Lumpur, il a été plus que servi parce qu'il y a énormément de gratte-ciel. La Thaïlande, il a visité les temples vraiment sans rechigner, même si on en a vu beaucoup, j'avoue. Donc la Bouddha, ça commence à être un peu trop, mais on a vu des temples juste incroyables. Et il a beaucoup apprécié aussi. Donc tout ça fait que ça va plutôt bien entre nous quatre. Donc c'est plutôt cool. Là on est 6 pour 2 semaines. Ça va être très chouette. On est super contents. Je voulais vous parler un peu, j'ai deux sujets principaux là pour cette capsule. Donc ces deux sujets, ça va être, je pense, je parle pas au nom de notre famille, c'est vraiment plus pour moi, parce que moi j'ai eu un petit moment de flottement quand on est arrivé en Thaïlande. Après 30 jours en Indonésie où tout a été vraiment très facile, des Indonésiens très accueillants, j'ai trouvé les réponses à mes questions, comment aller d'un point A à un point B, c'était vraiment très simple. Après ça, on a passé une semaine en Malaisie. Donc là, bon, c'était très différent. C'était vraiment une escale. Le but n'était pas de visiter tout le pays, mais vraiment juste de s'arrêter quelques jours à Kuala Lumpur. Puis on a fait une petite escapade à Malacca, qui est à 2-3 heures de route. Voilà, c'était vraiment particulier. Et après, on est arrivé dans le nord de la Thaïlande.
Mais depuis quelques semaines, on avait des infos comme quoi le nord de la Thaïlande était très touché par des inondations d'une rare ampleur. Hein. Ils ont connu des crues centenaires. Les habitants n'avaient jamais vu ça. Euh, Ça a été un peu la catastrophe dans tout le pays quand même. Il y a eu des alertes rouges au Bangkok et même au sud. Donc ça a été une période, je pense, très difficile pour le pays. Et nous, on arrivait là-bas, voilà, avec nos petits regards de touristes, prêts à découvrir les beaux temples et tout ça, manger de la bonne nourriture. Bon, il y avait un décalage, quoi, hein, ça c'est certain. On s'est demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on a raison d'y aller, est-ce qu'on a comme autre option, pas beaucoup. Euh, donc bon, c'était pas facile de trouver des informations, donc c'était un peu le flou dans ma tête juste avant d'arriver. Et quand on est arrivé à l'aéroport de Chiang Mai, bon, on a atterri sans encombre. Hein. Depuis le hublot, moi j'ai vu quelques inondations, mais bon, ça avait l'air d'être un peu des champs inondés. Il y avait quelques maisons quand même, je pense, un peu les pieds dans l'eau. Mais voilà, c'était assez loin de la ville. Mais à l'aéroport, en fait, moi, comme d'habitude, en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, on doit acheter une carte SIM, on doit retirer de l'argent, et puis sortir de l'aéroport, donc là, prendre un taxi. Et pour acheter la carte SIM, Ludo avait repéré ce qu'on voulait, sauf que mauvaise blague, à l'aéroport, ils n'avaient pas, donc c'était forcément quelque chose de beaucoup plus cher, beaucoup plus de gigas, mais on s'en fiche, quoi. Donc ça nous a un petit peu saoulés. Pour retirer de l'argent, à chaque fois, il y avait des frais, et en fait, on s'y attendait pas, on n'a pas trop bien eu, en fait, des infos sur cette partie-là, mais c'est normal, tous les distributeurs en Thaïlande prennent 220 bahts de frais par retrait fait avec une carte étrangère. Donc ça équivaut à 6 euros. C'est quand même pas anodin si on doit retirer tous les 2-3 jours. 6 euros, ça nous a mis un peu dans des mauvaises dispositions, ça déjà. Alors, il a fallu qu'on calcule combien on retire pour pas devoir retirer que 3 jours après, un peu viser, quoi. Voilà. Et puis après, on s'est dit, OK, on avait tout ça, on va commander un Grab, comme on faisait en Indonésie et en Malaisie, très facile. Et là, de commande, pas de voiture. Zéro voiture. Ah merde. On s'est dit, mince, punaise, là, ça va pas être aussi simple que d'habitude. Peut-être que oui, à cause des inondations, les chauffeurs, ils peuvent pas accéder. Voilà. Petite, pas petite panique, mais bon, interrogation, quoi. Alors, partout dans l'aéroport, c'est pas très grand, hein, l'aéroport de Chiang Mai. Partout dans l'aéroport, il y avait des services de taxi, 150 bahts pour aller dans le centre historique. Bon, c'est là où il y avait notre hôtel. Donc, on s'est dit, OK, on va avoir une petite dame. Et là, elle nous dit, non, non, à cause des inondations et tout, c'est 250 bahts. Ah, mais pourquoi c'est écrit 150 bahts alors sur la fiche? Oui, mais là, c'est à cause des inondations, faut faire des détours, etc. Ah bon. Ouais, ça nous a semblé bizarre. On a fait quelques pas dans l'aéroport. On est allé voir un autre service de taxi. Là, elle nous dit 300 même, je crois. Ou 250 ou 300, je me souviens plus trop. OK. J'ai dit, ben non, en fait, c'est bizarre, là, votre histoire. Ah oui, mais pareil, la même histoire du détour et tout ça. Puis finalement, on va à côté. Et elle me dit, OK, 150 bahts. Boum. Et ça se prend 2 secondes. Elle nous donne un petit papier, puis après on sort, on va voir le taxi. Bon. OK. Et du coup, c'est bien 150 bahts, quoi. Et en fait, on est arrivé à l'hôtel, pas de détour, pas d'inondation, rien. Qu'en fait, ça met dans des mauvaises dispositions parce qu'on a l'impression de se faire prendre pour des pigeons. Juste parce qu'on est là avec nos enfants, nos bagages, tu penses que tu peux me faire payer 2 fois le prix. Bien sûr, c'est que quelques euros à chaque fois, en fait, tout ça, hein, cette histoire de carte SIM, les 6 euros de retrait, machin. On n'aime pas trop se faire prendre pour des pigeons. Ça met dans des mauvaises dispositions, en vrai. Mais bon, pour en revenir aux inondations, voilà, on s'est un peu demandé où est-ce qu'on va pouvoir aller et tout ça, donc ils étaient un petit peu quand même sur sur les nerfs, quoi, à l'aéroport, un peu tendus les gens. Et en fait, on a un carré historique à Chiang Mai. Il y a un carré historique qui fait 2 kilomètres sur 2, qui est entouré de canaux. On n'a pas vu du tout d'inondation. À peine une petite flaque d'eau en bord de canal. Par contre, au moment où on y était, c'était l'est de la ville qui était encore pas mal touché. Et donc, pour nous, l'impact que ça a eu, c'est qu'on n'est pas du tout allé dans l'est, donc de la nouvelle ville, où je voulais faire mon activité, une fabrication d'ombrelles que je trouvais chouette, qui était localisée là-bas. On n'est pas allé du coup.
Mais sinon, on a fait exactement tout ce qu'on a voulu, quoi. Les cascades le débit était assez fort, quoi, évidemment, encore beaucoup d'eau, mais voilà. Donc finalement, on a passé 4 jours là dans le centre historique de Chiang Mai, c'était très chouette. Puis après, on est allé un peu à la campagne, pas très loin. On a fait du vélo, on avait un bain d'eau super chouette, une piscine, c'était top. Et moi, j'avais besoin aussi à ce moment-là de un peu de grands espaces, de nature, parce que quand tu as un peu des questionnements qui tournent dans ta tête et que tu es dans une ville, bon, Chiang Mai, c'est quand même assez calme, hein, faut pas exagérer, c'est assez calme, mais c'est tout de suite plus oppressant, quoi, que d'avoir un grand panorama devant soi. Donc voilà, pour mon petit moment de flottement. Après, j'ai aussi trouvé que en Thaïlande, on a eu du mal à établir des contacts avec les gens, quoi, avec les Thaïlandais. Pour le moment, c'est un truc qui me manque un peu dans notre voyage, contact avec les locaux. Alors, il y a plein de raisons, je pense. Déjà, de notre itinéraire. On sort pas beaucoup des sentiers battus jusqu'à présent. On fait aussi des choses assez touristiques. Enfin, voilà. On se met pas trop dans la difficulté. On va dans des endroits assez faciles à organiser, etc. Enfin, donc, finalement, on peut se débrouiller tout seul, quoi. Parce que quand on est dans des endroits où on comprend rien, on connaît pas, etc., il faut qu'on aille vers les gens, au moins poser des questions. Et donc là, ça crée des contacts, on peut engager la conversation. Jusqu'à présent, nous, ça va, quoi. À nous quatre, on s'en sort, quoi. Et ça limite forcément les interactions avec les gens. Ça, une partie, ça vient de nous, évidemment. Si on n'a pas beaucoup de contact avec les locaux. Donc, même si on est très heureux de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent, c'était pas trop compliqué. Et pour autant, en Indonésie, on s'était senti très, très bien accueillis. En Malaisie, en Thaïlande, c'est un peu différent. Dans la Malaisie, comme je disais, comme on était dans les grandes villes, forcément, c'est plus impersonnel. Mais sortir de l'aéroport de Kuala Lumpur, c'est quand même aussi tout un bazar. La zone de taxi, c'est un enfer. On a attendu au moins 1 heure que notre taxi arrive. Ils sont hyper stressés sur combien il y a de passagers, la taille des bagages, le taxi qu'on avait commandé. Donc, on commande sur Grab. Il n'a plus, hein. Il m'a demandé la taille des bagages. Le premier, il m'a appelé. Il m'a engueulé parce qu'il m'a dit, moi, je peux pas prendre pas de passagers, annuler la réservation, annuler la réservation. Donc, oui, j'ai annulé la réservation. Il pouvait demander gentiment. En fait, il m'a crié dessus. En Indonésie, on n'aurait jamais vu ça. Le deuxième, j'ai dû lui envoyer la photo de bagages parce que quand je lui dis on a 4 bagages qui sont pas trop gros, s'il faut, on peut les prendre sur les genoux. Le mec, il me croit pas. Il me dit, vas-y, envoie la photo de tes bagages. Et finalement, quand la voiture arrive, le coffre, il est géant. Donc, voilà, c'est bizarre, quoi. L'accueil est un peu spécial. Et puis, en Malaisie, il y a plein de règles à suivre. Quand on est arrivé dans l'appart, il y avait toute une liste de choses à faire, à ne pas faire. Si tu le fais, tu as des amendes, etc. Et tout ça écrit en gros caractères, souligné en rouge, en gras. Bref, ça tenait pas non plus dans des dispositions géniales. Et puis en Thaïlande, on a trouvé aussi les gens assez distants. On s'est retrouvé aussi confronté à la barrière de la langue avec peu de personnes qui parlent bien anglais, qui parlent anglais. Donc finalement, on échange que des banalités, les strict minimum. On veut aller là, ok. On commande ça à manger, ok. Et c'est tout. On peut pas aller plus loin. Donc c'est aussi compliqué. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'en Thaïlande, on trouverait ça facile de communiquer et tout ça. À notre hôtel, les gens étaient limite impolis, c'est-à-dire à peine bonjour, à peine à répondre aux questions. Je trouvais que c'était bizarre. Peut-être aussi qu'on était dans des conditions particulières avec les inondations et tout ça. J'en sais rien, ils avaient peut-être autre chose à penser, en fait, et accueillir les touristes passait bien parce qu'ils ont besoin de travailler, et puis d'un autre côté, voilà, ils sont tracassés, j'en sais rien, en vrai. Je sais pas du tout. Voilà, on les a trouvés un peu distants, même le Airbnb qu'on avait pris à la campagne près de Chiang Mai, l'autre, il vivait sur les lieux, il est venu me dire bonjour, on a parlé 2 minutes, où il nous a dit, voilà, je vous ai mis des vélos ici, des casques, les antivols sont là, et c'est tout. Donc, j'avais envie de discuter avec lui, il avait l'air super sympa. Bon, non, il est parti. À Chiang Rai, on avait pris aussi un Airbnb, une chambre dans une maison. C'était une famille franco-thaïlandaise. On s'est dit, au moins, il y aura quelqu'un qui parlera français, peut-être que ça aidera pour le contact et tout ça. Une famille, donc avec les enfants. En fait, non, ils étaient pas là. Pas de chance. Ils étaient pas là, ils étaient en week-end à Bangkok. Alors, depuis quelques jours, là-haut, on sent que c'est quand même un peu différent. Mais bon, même si à Vincent, pour la première fois depuis le début,
On a été un peu pris pour des portefeuilles sur pattes. Pareil, le genre de choses qui ne met pas trop de bonne disposition. Mais on voulait un tuk-tuk pour aller à un endroit à 2-3 kilomètres de là. Et on a commencé à regarder sur les applis. En fait, on a nos habitudes, quoi. C'est tellement facile d'avoir tous ces chauffeurs sur les applis et tout ça. Et on sortait du resto et il y avait un tuk-tuk devant. J'ai dit, attends, je vais aller parler à la vraie personne en vrai. C'est aussi bien de parler. Et donc là, le mec me dit, ah oui, pour aller là-bas, pas de problème, 300 000. 300 000 kips, ça fait 12,50 € pour faire 2-3 kilomètres au Laos. 12,50 €, c'est beaucoup quand même. Donc je lui dis, ben non, pas du tout. Parce que Ludo m'avait dit, tu vas voir, il va te sortir 100 000, 300 000, il me sort. Et je dis, ben non, il me dit, quel prix tu veux? Je dis, ben je veux même pas parler avec toi, 300 000. Tu te fous de moi. Et sur l'appli, c'était 32 000. Voilà, pas 300, 32. Bon, ben, le gars, on lui a laissé un pourboire, du coup, à 32 000, parce que franchement, donc ça saoule un peu, mais je crois que c'est peut-être Vientiane, je sais pas. Le Laos, c'est les transports, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Donc je sais pas trop. Peut-être que là, l'histoire un peu attrape-nigo, peut-être que c'est que à Vientiane, pour le moment, on n'a pas eu ailleurs. Voilà, je sais pas, à voir. Mais donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, je me pose pas mal de questions. Et il y a un autre sujet sur lequel je me pose pas mal de questions que je voulais partager avec vous, c'est le rythme du voyage. Alors sur Instagram, vous en doutez, hein, je suis plein de familles qui sont aussi en voyage. Et là récemment, il y a eu plusieurs fois le même genre de réflexion aussi sur le rythme du voyage, les journées off qu'on prend, où on fait rien, pas de visite et tout ça. Et donc moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là je le vis, on est en plein dedans. Parce que quand on est en voyage, en fait, on n'est pas vraiment en vacances. Où est-ce qu'on met le curseur entre les visites et la vie quotidienne, qui est aussi très prenante finalement en voyage. Donc moi, parfois, je ressens un peu de frustration, pas de culpabilité, mais ça pourrait parfois y ressembler quand même. J'ai vu ça passer chez d'autres familles, sur le fait de décoller le tard le matin. Nous, par exemple, c'est assez rare qu'on parte avant midi, 13h quand même. Ouais, ou non, allez, entre 11h et midi. On part pour manger, quoi. Et des fois, c'est pas trop de la culpabilité, c'est plus de la frustration chez moi. Je voudrais qu'on profite plus de tout ce qu'il y a à faire, tout ça. Et sur le rythme et tout, je pense, au niveau de cette frustration pour moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc nous, vous le savez, on partage notre voyage au quotidien sur Insta. Il y a nos familles et nos amis qui nous suivent. Il y a des tas de gens que je ne connais pas. Il y a beaucoup de familles en voyage aussi, qui sont en train de préparer. Mais je sais qu'il y a notre famille et nos amis, ils attendent tous les jours, en fait, d'avoir des nouvelles. Donc, ça enfin voilà, on est content de partager. Et moi, j'ai envie d'avoir des choses chouettes à raconter. Et donc, si on fait rien, on n'a rien à raconter. Ça, c'est une première erreur, bien sûr, hein. Ça, c'est tellement évident. Je n'ai même pas besoin de le dire à haute voix pour me rendre compte que c'est une erreur. D'ailleurs, je l'avais même dit avant. J'ai évoqué dans d'autres épisodes de podcast l'année dernière. Ce voyage, on le fait pour nous. On le fait pas pour le raconter aux autres. Si on est fatigué un jour, on ne fait rien, et puis c'est tout. Enfin, ça, c'est notre bien-être qui doit être le plus important, évidemment. Pour moi, en plus, c'est un peu spécial. Quand on arrive dans un endroit, je me dis, bon, un article pour parents voyageurs ou pas? Qu'est-ce que je vais raconter? Quel angle? Quand je prends des photos, je vous l'avais déjà expliqué, ça, hein, j'essaie de voir celle-ci pourrait être bien dans un article et tout ça. Une petite déformation professionnelle. Donc, il faut qu'on fasse des trucs pour écrire des articles derrière. Donc là, je me rajoute aussi cette petite pression. C'est une deuxième erreur, du coup, parce que ce voyage, c'est un projet personnel, familial, pas professionnel. Quand on y a commencé à y penser en 2017, je ne savais pas que Parents Voyageurs existait. Donc voilà, c'est un projet qu'on mûrit depuis longtemps au sein de notre famille. Il se trouve que ça rejoint parfaitement mon projet professionnel, mais c'est pas l'objectif initial. Donc là, je fais aussi une petite erreur que j'impose d'ailleurs à ma famille. Bon, je pense que ça va, ils le vivent bien. Mais... Et puis sinon, il y a une forme de pression sociale aussi. C'est-à-dire qu'on a tellement de chance de vivre cette aventure. Bon, on a fait ce qu'il fallait pour, mais bien sûr qu'on a de la chance d'être où on est et de pouvoir prendre cette année, que c'est comme si on se devait d'être à fond tout le temps. Comme si on devait justifier auprès de je ne sais pas qui, qu'on a vu tout ce qu'il fallait à l'endroit où on était, qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire
C'est une très grosse erreur parce qu'en fait, la réussite de notre voyage, le plaisir qu'on a à le vivre en famille, ça ne réside pas du tout dans le nombre de visites qu'on aura faites. Et d'ailleurs, la dernière interview d'Émilie sur le podcast est super intéressante avec Julia. Elle a dit voyageons pour vivre des moments plutôt que pour cocher des cases. Nous, c'est vrai qu'on a envie un petit peu de cocher des cases, on est un peu comme ça. Et peut-être que il faut qu'on lâche prise là-dessus, c'est pas grave. Enfin, c'est moi en fait, hein. C'est moi. Uniquement moi, je parle pas pour ma famille. Et du coup, bon, il faut que j'apprenne un peu à vivre avec cette frustration parce qu'on peut pas en faire plus en vrai. On est vite fatigué, je vous le disais tout au début, la chaleur, ça casse, hein, ça épuise. Et bon, je le sais pourtant depuis le début, on rate plein d'immanquables. Si on était en vacances, on en ferait beaucoup plus, ça c'est sûr. Donc en gros, depuis le début, on fait des visites une demi-journée chaque jour, pas plus. Et quand on change d'endroit pendant un transit, ben on fait rien d'autre. Il y a pas mal de temps un peu mort. Et d'un côté, je trouve que c'est parfait parce qu'on a besoin de temps pour faire l'école, pour gérer la logistique du voyage. Ça prend beaucoup de temps de gérer les transports, les hôtels, qu'est-ce qu'on va manger, il faut qu'on prenne de l'argent, la lessive, enfin bref, on a plein de choses dans la tête, quoi. Moi, je travaille aussi, donc j'ai toujours ça en tête. Donc voilà, on a plein de choses dans la tête. Notre charge mentale, je pense qu'elle est plus importante en voyage qu'à la maison, qu'on a besoin de ce temps pour faire toutes ces choses. Et puis, tout ça nous fatigue. On a besoin de temps pour se reposer, pour rien faire, pour regarder Pékin Express, pour profiter de la piscine, de la plage quand on est en bord de mer. Enfin bref, ce temps-là, il est quasiment incompressible finalement en voyage. On peut pas être sur un rythme de vacances, mais même depuis le début, on pouvait pas. Impossible. Mais c'est vrai que moi, ce rythme-là, un peu entre deux, j'ai parfois du mal à le gérer parce que ça me manque, quoi. J'ai envie qu'on fasse plus de choses. Et d'un autre côté, je suis la première à savoir très bien comment occuper le temps libre que j'aurai à passer à l'hôtel ou à l'appart. Hein. Donc, je pense que ça vient aussi parce qu'on a enchaîné quelques jours pas hyper intéressants avec pas mal de transports. Donc là, j'ai un peu fait une overdose, je pense, de bus, tout ça. Avec des moments un petit peu pas hyper intéressant. Donc, je crois que c'est un peu pour ça aussi que la petite frustration est sortie. Mais c'est marrant parce que c'est sorti du coup chez d'autres familles sur Insta aussi un peu en même temps. Le sujet, pas forcément la frustration, mais un peu le sujet. Je me dis peut-être qu'on arrive aussi à un nombre de jours de voyage qui fait que on a besoin d'être un petit peu plus tranquille. Je sais pas trop. Mais voilà, en ce moment, j'apprends un peu à vivre avec mes propres contradictions. Et finalement, on est toujours en recherche d'équilibre. On ne peut pas dire que ça y est, on a trouvé la routine, etc., qu'on pourra la garder parce qu'à chaque pays, à chaque endroit, il faut recréer un nouvel environnement, redécouvrir, etc. Et donc, c'est différent. Et donc, on peut pas garder un équilibre sur toute la durée, je trouve. Donc, ça aussi, ça prend de l'énergie. Donc, voilà pour mes petites réflexions du moment. Mais donc là, tout va bien. Le Laos, c'est assez chouette. C'est très tranquille, très paisible. Même Vientiane, la capitale, c'est très tranquille. On voit beaucoup de choses écrites en français. On mange français. J'avoue que le petit pain, là, il fait du bien. Hier midi, j'ai mangé une galette, comme elle était bonne. Une galette complète, mon Dieu. Donc voilà. Donc là, on a récupéré mes parents pour 2 semaines. Et ça va être bien, bien cool. On a un petit programme. J'ai l'impression qu'ils s'annoncent sur le même rythme. Juste, les enfants sont ravis de savoir qu'on ne fera pas l'école pendant un petit temps. Le petit vénard. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. C'est les vacances aussi, donc si vous en avez, profitez-en bien. Évidemment, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos réactions, vos commentaires et tout ça, vos petits messages, parce que c'est hyper chouette de partager. C'est ce qui est intéressant dans cette histoire de capsule et la manière de partager notre voyage. C'est après que vous réagissiez, qu'on échange, c'est toujours hyper intéressant. Que ce soit sur Instagram, sur Parents Voyageurs ou sur Nous 4 et le Monde. Vous connaissez la chanson. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!